Alors on teste ce soir un tout nouveau système d'enregistrement vidéo mis en place par Sciences Po. Donc vous ne voyez pas de caméra directement autour de vous, mais elles sont en train de nous enregistrer. Et on peut même switcher intervenant public, donc on fera peut-être ça tout à l'heure au moment des questions-réponses. Donc si vous prenez la parole, sachez que vous aurez également l'honneur d'être filmé par le tout nouveau système de caméra. Voilà, c'est juste pour encourager les prises de parole futures, mais on va commencer autrement. Chères étudiantes, chers étudiants, chers membres du public. Le lobbying, est-ce un gros mot? Une dure réalité? Ou simplement un pion politique parmi les autres? Appartiennent-ils seulement aux gros acteurs économiques? Car on entend souvent parler des lobbies pharmaceutiques ou pétroliers. Mais qu'en est-il des lobbies qui défendent des causes sociales, environnementales ou humaines? Si le lobbying est essentiel pour les acteurs économiques, pour que les acteurs économiques soient représentés dans l'arène politique, il est tout aussi important pour les associations qui doivent, elles aussi, se conformer aux mêmes règles du jeu politique. Ce thème suscite souvent des réactions partagées. À la fois fascinant et source de méfiance, le lobbying est perçu comme un jeu d'influence où se croisent intérêts privés et décisions publiques. Alors, pour éclairer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Melvin Joss, fondateur de Convergence Animaux Politiques, ou CAP pour les intimes, et docteur en sciences politiques. Venu spécialement de Paris, il est le relais politique d'ONG pour les animaux et l'environnement. Fort de son expérience de 8 ans dans le secteur, il nous présentera le rôle et l'impact du lobbying pour une cause émergente, ainsi que les rapports de force politique que celle-ci entretient avec ses opposants. La conférence durera une petite heure et sera suivie d'un échange interactif durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette conférence résolument politique et qui influencera peut-être votre compréhension des règles de ce jeu. Merci, bonne conférence. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Donc comme l'a dit Alice, moi je dirige une association qui s'appelle Convergence Animaux Politiques, CAP, qui représente 25 ONG de protection animale auprès des pouvoirs publics, très principalement à l'échelon national, donc en gros parlementaire et exécutif. Et donc moi j'ai commencé mon parcours dans l'animalisme il y a une vingtaine d'années, et c'est il y a 12 ans en gros que j'ai décidé de me concentrer principalement sur l'action politique, et donc c'est passé par un travail doctoral et par la création de CAP, et juste avant ça j'étais aussi cofondateur du Parti animaliste dont vous avez peut-être entendu parler. Dont je me suis retiré pour pouvoir créer CAP parce qu'évidemment je voulais pas avoir à la fois une casquette de représentant de parti et de lobbyiste, ça aurait été un peu compliqué. Mais pour moi c'est vraiment deux outils, le Parti animaliste et CAP, qui travaillent très différemment mais qui remplissent un peu le même objectif de politisation à la fois du mouvement animaliste en tant que cause organisée et de la condition animale en tant que sujet sociétal. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu. Alors, j'ai une première partie qui va être très rapide, juste pour contextualiser un petit peu ce que c'est le mouvement animaliste, d'où ça vient, etc., et comment on en arrive à une politisation croissante de ce mouvement-là. Et très vite, on en arrivera aux deux parties suivantes qui sont plus on va dire, le cœur de ce que, a priori, vous attendez aujourd'hui. Donc, une partie un petit peu sur l'écosystème, les rapports de force entre les associations de protection animale et leurs opposants politique, et donc ce qui amène à répondre à la question pourquoi avoir créé CAP, c'est-à-dire qu'est-ce que ça comptait combler comme vide, et une partie beaucoup plus importante sur voilà, ce qu'on fait nous, comment on agit, et le bilan qu'on peut tirer un petit peu de cette action-là. Voilà, donc très rapidement, bon ça c'est plus aussi pour vous donner des sources si vous souhaitez un petit peu creuser le sujet de la cause animale en tant que mouvement organisé. Donc c'est un mouvement qui apparaît au début du 19e en Angleterre, qui se développe très vite en France aussi. Au départ, dans la première moitié du 19e, qui a des soutiens, on va dire, forts dans des classes sociales plutôt privilégiées, plutôt des lieux de pouvoir, et donc qui va arriver assez vite à obtenir des victoires, et notamment donc en Angleterre le Martins Act en 1822, et en France la loi Grammont en 1850, qui dans les deux cas interdisent les sévices sur les animaux en public. Parce qu'à l'époque c'est un peu compliqué de défendre les animaux pour eux-mêmes, et donc c'est plutôt quelque part instrumental, c'est-à-dire voilà, c'est présenté comme une façon de décourager la violence dans la société.
Et dans la deuxième moitié du 19e, là, c'est plutôt les classes populaires qui vont porter ce mouvement-là, et notamment, il y a une espèce de convergence des luttes avant l'heure avec les suffragettes, notamment, qui sont très impliquées dans le combat anti-vivisection, donc l'expérimentation sur les animaux. Et il y a une perte de vitesse ensuite au début du 20e, et en fait, c'est que dans les années 70, donc 1970, que le mouvement, on va dire, reprend de la vigueur. Et c'est porté. Donc là, vous avez deux bouquins. Donc la cause animale de Christophe Traini, ça se concentre sur la France, et Animal Revolution, alors il n'a pas été traduit, de Richard Ryder, sur un peu l'historique, on va dire, du mouvement de la cause animale, et notamment avec un accent sur l'action politique au niveau international. Et donc à la fin des années 60, c'est surtout via des universitaires. En fait, disons que c'est des universitaires qui relancent un petit peu la machine, qui vont apporter des idées nouvelles, et donc notamment Peter Singer, qui est un des plus grands philosophes encore en vie, qui n'a pas écrit que sur le sujet, il a écrit sur plein de sujets, mais il a notamment pas mal écrit sur la condition animale, et donc il a notamment publié La Libération animale en 75, qui est un bouquin qui est un peu on va dire un pilier, on va dire, de la philosophie moderne lié à la cause animale, Tom Regan et Gary Francione. Et donc le mouvement moderne, il va se développer autour de concepts idéologiques forts, et donc notamment la question du spécisme. Donc vous avez sûrement entendu parler de ce terme. Donc, alors souvent il est mal compris, c'est-à-dire que souvent il est compris comme les antispécistes disent que tous les animaux doivent être égaux et avoir les mêmes droits, etc. Et en fait c'est pas ça, c'est simplement ce que développe Singer, c'est parce que c'est lui qui a popularisé ce terme-là, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a popularisé. C'est que l'appartenance d'un individu à une espèce n'est pas en soi un critère moral pertinent pour décider des droits qu'il doit avoir. Et donc on peut différencier entre différents types d'animaux qui peuvent avoir des degrés d'intelligence ou des besoins sociaux par exemple différents, et donc des intérêts différents, mais c'est pas le fait de ne pas être humain qui est en soi un critère pertinent pour juger de ça. Et il y a notamment un concept pratique qui va être très important dans le développement de ce mouvement moderne-là, c'est le véganisme, donc c'est-à-dire en gros l'application des idées de ces auteurs-là, puisque notamment ce que Regan et Francione vont développer, c'est les droits des animaux, donc 3 droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à ne pas souffrir et le droit à la liberté. Et du coup, si on suit au bout de ce si on va au bout de ce raisonnement-là, du coup, le résultat au niveau individuel, c'est d'être vegan, c'est-à-dire d'éviter d'engendrer de l'exploitation animale. Et donc, ça va avoir son importance pour ce que je vais dire après. Très rapidement, du coup, il y a une différenciation qui se crée dans les dernières décennies dans le mouvement entre ce qu'on appelle les welfaristes, c'est-à-dire de l'anglais welfare, bien-être, qui vont pas remettre en cause fondamentalement le fait d'exploiter ou de tuer les animaux, mais simplement qui vont dire en fait il faut le faire en essayant d'éviter le plus possible de causer de la souffrance. Et des abolitionnistes qui, eux, vont dire en fait il faut aller vers la fin de l'exploitation et du fait de tuer les animaux. Et au sein de ces abolitionnistes, on a donc ceux qui sont, ce que moi j'appelle là, c'est ma taxonomie, il y en a qui parlent d'inclusif, exclusif, mais je trouve que c'est moins instinctif et moins intuitif et moins clair. Donc on va dire les réformistes qui certes veulent à terme l'abolition de l'exploitation animale, mais qui pensent que ça passe par des réformes pour mieux justement arriver un jour à l'abolition, ou en tout cas qu'en attendant que dans 50 ou 100 ans on arrête d'exploiter les animaux, il faut au moins alléger leur souffrance à court terme. Et les fondamentalistes qui disent au contraire que ça peut être contre-productif d'essayer de réformer l'exploitation animale et qu'il faut simplement l'empêcher. Donc là, j'en viens maintenant à la question de l'action politique, parce qu'en fait, ce que je viens de vous dire là, et notamment donc, ces concepts-là, et notamment la question du véganisme, c'est quelque chose qui va être très important dans la formation de l'identité un peu de ce mouvement-là et des militants. Et ça va induire aussi un biais qui est qu'en se concentrant sur les choix individuels en fait, des gens, ils vont un peu délaisser, on va dire, l'action politique et donc le collectif, le fait de changer les règles de la société, et se concentrer sur le fait de sensibiliser les individus pour qu'ils changent leurs pratiques. Or, on se rend bien compte que ça ne marche pas forcément, parce que les gens ne mettent pas toujours en cohérence leurs idées et leurs actes. Et donc, c'est évident dans le cas, par exemple, du combat environnementaliste, mais c'est vrai aussi
pour la cause animale. Et donc typiquement, quand vous regardez les sondages, vous avez grosso modo 90% des Français qui sont contre l'élevage intensif. N'empêche qu'aujourd'hui, 80% des animaux élevés en France sont élevés en intensif. Donc le fait est que les gens ne mettent pas en accord, et c'est normal, et je pense qu'on a tous et toutes des exemples de choses sur lesquelles on n'est pas totalement raccord entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Mais du coup, ça ne suffit pas de convaincre les gens, on va dire intellectuellement. Il faut aussi derrière essayer de changer les règles collectivement pour aussi que ce soit plus facile pour les individus, enfin que ça ne soit pas aux individus de prendre des actions eux-mêmes. Et il y a aussi autre chose, c'est que c'est pas parce que même dans le cas où les comportements individuels changent, c'est des choses qui sont réversibles. Et donc un exemple de ça, c'est la fourrure. En fait, dans les années 90, la fourrure en Occident, ça avait quasiment disparu, parce que dès les années 70, il y a eu des grosses campagnes d'associations animalistes sur le sujet, que du coup, c'était quelque chose qui était perçu comme cruel, inutile, et qui est aussi une mode qui, à un moment donné, est passée, et donc c'était un peu has-been. Et donc ça a quasiment disparu des étals et même de la rue dans les années 90. Et en fait, c'est revenu en force ensuite dans les années 2000 parce que l'industrie de la fourrure a été capable de marketer ça un peu différemment. Et c'est revenu notamment avec les capuches à collerette en fourrure, etc. Et donc c'est redevenu un peu cool. Et donc on a vu la fourrure revenir alors que ça avait quasiment disparu. Et c'est dommage qu'à ce moment-là, du coup, les associations n'aient pas essayé de traduire un changement de fait dans les comportements dans la loi, en disant on interdit du coup la production de fourrure. Voilà, donc tout ça pour dire que l'action politique est absolument indispensable. Et donc ça, c'est quelque chose que les associations, ou on va dire le mouvement animaliste a fini par réaliser alors à différentes échelles de temps dans les différents pays. Et en France, ça s'est fait très tardivement là dans les dernières années. Et donc ça passe par exemple par des outils comme par exemple Politique et Animaux de L214 que vous connaissez peut-être, qui est un observatoire, un site internet où vous avez en gros toutes les prises de position, les actions qui sont prises par les politiques qui sont référencées avec une note qui est donnée. Et donc ça permet quelque part à la fois aux citoyens d'avoir un regard sur ce que font leurs élus, et aussi pour les élus de leur dire attention, vous êtes surveillés quelque part. Enfin, on regarde aussi ce que vous faites sur le sujet. Donc c'est aussi une forme de pression. Ça passe aussi évidemment par, ça peut être des actions de mass mailing, par les associations qui encouragent les citoyens à écrire à leurs élus. Ça peut passer par des manifestations, mais qui sont plus seulement de l'ordre du témoignage symbolique, mais vraiment avec un message politique et pas seulement un message politique au sens très large. C'est-à-dire que typiquement, si on parle d'abolition de l'exploitation animale, oui, c'est un message qui est politique, mais ça n'a pas de poids sur les institutions politiques, puisque c'est un message qui est tellement à long terme et tellement irréaliste aujourd'hui que alors qu'il peut y avoir des manifestations avec des demandes plus peut-être pragmatiques, plus court-termistes, et où il y a un objectif clair. Par du lobbying évidemment, et par la création donc de partis politiques dédiés. Et donc le premier, c'est le parti néerlandais, le Parti voor de Dieren, le parti pour les animaux. C'est le premier qui a eu des élus nationaux au Parlement. Bon, aussi du fait que, vu que les Pays-Bas ont un système proportionnel, c'était aussi beaucoup plus facile pour eux d'obtenir des élus à ce niveau-là. Ça s'est aussi accompagné d'un tournant universitaire avec des politologues, donc notamment Robert Garner, donc avec qui j'ai fait ma thèse, qui est un peu le politiste en chef, on va dire, sur le sujet. Et je vous recommande aussi un bouquin qui s'appelle Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kymlicka, si ça vous intéresse, qui a une approche très très intéressante de la question. Voilà, bon, très rapidement, c'est un mouvement qui s'est beaucoup internationalisé dans les 2 dernières décennies, autant en termes de campagne que d'action institutionnelle, et notamment au niveau européen. D'autant plus que sur nos sujets, il y a beaucoup de nos sujets qui dépendent du niveau européen. Typiquement, si vous pensez les conditions d'élevage, si vous pensez expérimentation animale, alors c'est moins vrai, par exemple, sur des sujets comme la chasse, où là ça dépend plus de la législation nationale, mais voilà, ça dépend beaucoup de l'européen. Et donc vous avez notamment par exemple beaucoup d'ICE, donc d'initiatives citoyennes européennes, qui relèvent du sujet. Et vous avez une surreprésentation des ICE qui ont réussi à atteindre l'objectif. Donc je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne. En fait, il faut 1 million de signatures de citoyens européens dans au moins 7 États membres. Donc c'est assez dur à obtenir, surtout qu'en plus le système est un peu compliqué, parce qu'il faut faire des manipes avec sa carte d'identité, c'est pas juste signer une pétition sur change.org. Et donc c'est assez compliqué à obtenir, et vous avez une surreprésentation des ICE qui
parle des animaux. Donc vous avez eu une sur la fourrure, une sur les cages en élevage, sur l'expérimentation animale, etc. Voilà, et donc ça se traduit aussi par une internationalisation au niveau des associations, donc certaines comme PETA, qui est une association américaine qui du coup s'est internationalisée, Animal Equality c'est espagnol, Compassion in World Farming c'est des Anglais, Forpos c'est les Autrichiens, etc. Vous avez des regroupements de partis aussi et des coalitions d'associations comme Eurogroup for Animals qui fait du lobbying au niveau européen. Alors ça je voulais vous en parler, mais je vous en parlerai peut-être à la fin s'il me reste du temps. Donc là, j'arrive du coup à pourquoi avoir créé CAP. Le point de départ, alors là, la situation dont je vous parle là, c'est là où on en était en 2017, quand j'ai fondé l'asso, sachant que ça n'a pas non plus fondamentalement changé, même si voilà, on a commencé un petit peu à ancrer, on va dire, des premières victoires. On était et on reste un pays qui est très en retard sur sa législation en termes de protection animale par rapport à plein d'autres pays européens. Je pense notamment aux pays nordiques, l'Autriche. Alors c'était vrai pour le Royaume-Uni, mais maintenant ils ne sont plus dans l'UE. Et donc en termes de protection de normes d'élevage, par exemple, on n'a aucune norme qui est supérieure aux minima européens. Au contraire, on ne respecte souvent pas d'ailleurs les minima européens, je vais y revenir après. On est un pays où il y a des pratiques particulièrement cruelles, donc on peut penser au foie gras qui implique le gavage, la corrida, la chasse à courre. Jusqu'à récemment, et ça c'est une victoire de CAP, il n'y avait pas de limitation dans les spectacles impliquant des animaux sauvages captifs, donc les cirques, les delphinariums, etc. Mais ça a changé. On n'a aucune mesure de gouvernance là où d'autres pays ont institutionnalisé la protection animale ou l'ont constitutionnalisé. Donc par exemple vous avez l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, voilà, qui ont des dispositions constitutionnelles et qui ne sont pas seulement de l'ordre de la portée symbolique, c'est-à-dire que ça a des conséquences concrètes, notamment en termes de décisions de justice, etc. Et vous avez par exemple certains voisins européens, on peut penser aux Belges, qui ont dans chaque région, donc Wallonie, Flandre, Bruxelles, un ministre du bien-être animal. Voilà, donc on n'a rien de tel en France. Il y a aussi d'autres formes de représentation dans les institutions qui existent, en Allemagne par exemple. Comme je le disais, on n'applique souvent même pas la réglementation européenne. Donc c'est vrai par exemple pour les chasses dites traditionnelles, donc tout ce qui est matole, chasse à la glu, etc., qui sont des chasses en plus qui sont non sélectives, donc on va piéger différents types d'oiseaux dont certains peuvent être protégés, etc. C'est vrai par exemple pour la coupe des queues des porcs. Alors ça c'est un truc, c'est un peu technique, mais en fait 95% des porcs en France sont élevés en intensif. Dans des conditions concentrationnaires qui font que les animaux deviennent violents et il y a des formes de cannibalisme et donc ils se bouffent la queue en gros. Et donc préventivement, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de résoudre le problème, ce qu'on fait c'est qu'en fait on coupe les queues, voilà, donc quelque chose qui est douloureux et qui est une mutilation, quelque chose qui est interdit au niveau européen mais qu'on fait systématiquement en France. Voilà. Et enfin, on est avec l'Allemagne, voilà, un des deux moteurs principaux, on va dire, de l'UE. Or, ce qui est beaucoup moins vrai pour l'Allemagne, mais la France bloque beaucoup les avancées dans le domaine de la protection des animaux. Et donc, c'était d'autant plus pertinent d'agir en France, non seulement comme une fin en soi, mais aussi comme un moyen aussi de favoriser des avancées au niveau européen. Et donc, tout ça, ce constat-là, c'est malgré, et donc là je reviens en 2017 au moment de la création de CAP, c'est malgré une opinion publique qui déjà depuis plusieurs années évoluait. C'est-à-dire qu'au début des années 2010, on a eu une évolution très nette de l'opinion, ça s'est vu dans les sondages. En fait ça a commencé par certaines figures médiatico-intellectuelles, alors je pense à des gens comme François-Olivier Gisbert ou Émeric Caron ou Mathieu Ricard, qui ont commencé à amener dans le débat public ces questions-là au début des années 2010, et du coup c'est devenu vraiment un sujet de société important, et à ce moment-là on a vu une évolution dans les sondages de l'opinion. Sauf que ça ne s'est absolument pas traduit au niveau politique, ni en action, ni en résultat. Et de fait, beaucoup
beaucoup d'hommes et de femmes politiques considéraient qu'en fait ça n'avait pas sa place dans les hémicycles et que c'était pas en fait un sujet qui était politiquement légitime parce que ça relevait soit de déviance individuelle si on pense aux maltraitances sur animaux de compagnie, etc., soit de choix individuels de consommation, mais pas d'un sujet qui méritait d'être traité par le politique. Donc ça c'était le point de départ. Pour ce qui est du coup de nos opposants, donc quand je dis nos opposants, c'est simplement les groupes de pression dont on peut parfois menacer, ou en tout cas qui eux perçoivent qu'on menace certains de leurs intérêts. Ça ne veut pas dire que c'est nos ennemis, c'est simplement que lorsqu'on défend les animaux, par exemple dans le domaine de l'élevage ou dans le domaine de la chasse, etc., on a en face de nous des gens qui souhaitent défendre leurs intérêts à eux. Donc en France, on a une industrie de l'élevage qui est particulièrement puissante. On est le premier producteur d'œufs, de viande bovine, on est le deuxième producteur laitier. On a un syndicat agricole, la FNSEA, qui est ultra majoritaire et qui défend bec et ongle un modèle très productiviste et donc le modèle intensif en termes d'élevage. On est le premier pays en Europe en nombre de chasseurs. Alors selon les estimations, les chasseurs parlent toujours d'1 million. En fait, c'est il y a des doubles comptes, donc c'est peut-être un peu moins, 800 000, mais peu importe, ça reste énorme. Et on a une spécificité en France, c'est que, et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui date de Pétain, c'est qu'on a une fédération unique de chasseurs, là où par exemple nos voisins italiens, eux, ont 9 fédérations qui ne sont pas toujours d'accord, qui ne portent pas toujours le même message, etc. Et donc ça leur donne beaucoup de poids. Parce qu'ils parlent d'une seule voix en fait. Et donc ils sont très nombreux, ils parlent d'une seule voix et en plus de ça ils bénéficient d'un très bon maillage territorial à tous les échelons. C'est-à-dire que vous avez la Fédération nationale des chasseurs, vous avez les fédérations départementales, vous avez les associations communales de chasse et donc ça permet que le message qui vient de la FNC, donc la Fédération nationale, ruisselle aux différents échelons. Et après, c'est aussi vrai à l'inverse, bottom-up, j'ai envie de dire, avec, si vous pensez par exemple aux sénateurs, sénatrices, c'est des gens qui sont élus par des grands électeurs, donc pas par vous et moi, mais par des élus locaux, par exemple. Or, ces élus locaux, vous avez des villages où la seule association, c'est l'association communale de chasse. Donc, ils vont être forcément assez naturellement influencés par ces acteurs-là. Et donc, ce message-là remonte, puisque ces élus locaux-là sont ceux qui vont élire, par exemple, les sénateurs. Voilà, bref, donc ils bénéficient de tout ça. Sur la recherche, on est le deuxième pays européen utilisateur d'animaux. Voilà. Et en plus de ça, contrairement à nous, donc nous, quand je dis nous, c'est le mouvement associatif, ces opposants-là bénéficient d'une empreinte économique forte. Donc ils peuvent mettre en avant le fait que souvent il y a beaucoup d'emplois impliqués, qu'il y a une structuration de la vie des territoires, etc. Que ce soit la FNSEA, que ce soit la FNC, ils sont très bons au niveau lobbying et depuis longtemps, donc ils ont des relations qui sont bien installées depuis longtemps. Le maillage territorial, je vous en ai parlé, une cohérence dans les revendications portées, et aussi quelque chose qu'ils sont capables de faire que nous, on n'a pas su faire jusqu'ici, c'est, j'allais dire mobiliser largement, pas forcément, parce que si vous pensez aux agriculteurs, c'est pas forcément qu'il y a beaucoup de monde qui manifeste, mais par contre, quand ils se mobilisent, ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils sont capables ils ont soit une force de blocage importante, soit parfois ils font preuve de violence. Et donc typiquement, alors les chasseurs, si vous regardez récemment, il n'y a pas eu énormément de manifestations, mais parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de raisons qu'ils en fassent, notamment parce que alors tous les présidents depuis sous la 5e ont toujours un peu dit amen aux chasseurs, mais c'est particulièrement vrai pour Macron, qui lui en a fait pour le coup, il l'a revendiqué, et d'ailleurs il a même fait des trucs que les chasseurs lui demandaient pas, donc par exemple de diviser par 2 le coût du permis de chasse, un truc que même les chasseurs ne demandaient pas. Bref, mais donc vous n'avez peut-être pas souvenir de manifestations de chasseurs, mais si vous pensez par exemple au début des années 2000 sous le gouvernement Jospin, vous aviez Dominique Voynet qui était ministre de l'écologie, qui à l'époque avait pris des mesures pour limiter la chasse de certaines espèces, etc. Ça a donné des manifestations extrêmement violentes avec beaucoup de dégâts, et donc il y a beaucoup d'élus, notamment locaux, qui s'en rappellent très très bien. Et donc ça, malheureusement, c'est comme ça, c'est que ça crée un pouvoir de nuisance qui est non négligeable. Et en plus, des groupes de pression qui ont alors c'est peut-être plus vrai pour les agriculteurs que pour les chasseurs, mais qui bénéficient d'une sympathie de l'opinion,
qui fait qu'on tolère beaucoup plus de dégradation, d'actions de ce type que ce qu'on pourrait tolérer chez les écolos ou chez les animalistes. Et donc quand vous avez les agriculteurs qui font des millions de dégâts sur la 69 à côté de Toulouse il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, personne ne bronche, alors que quand deux gamins balancent un peu de sauce tomate sur une vitre devant une œuvre d'art, ben là vous voyez bien la réaction que ça fait. Donc le niveau de tolérance n'est pas le même, mais donc ça fait que ça leur donne une forme de pression en plus. Et aussi, c'est des électorats qui sont comptabilisables. Et notamment, par exemple, les chasseurs. Alors maintenant, bon, c'est un parti qui n'existe plus vraiment. Mais enfin, vous aviez CPNT, donc Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui était le parti des chasseurs pendant des années, et qui a permis de montrer qu'il y avait un électorat propre, qui n'était pas très important, mais qui existait. D'où l'intérêt pour la cause animale d'avoir le parti animaliste, qui bien sûr n'a pas vocation, là tel que le système, en tout cas sauf instauration d'une proportionnelle ou quoi, n'a pas vocation à avoir des élus au niveau national, mais par contre permet notamment de dire, il y a tant de gens pour qui c'est suffisamment prioritaire pour qu'ils votent en fonction de ça, puisqu'ils sont prêts à voter pour un parti qui ne parle que de ça. Voilà, et donc j'en viens donc à notre côté, c'est-à-dire les ONG. Donc avant la création de CAP, en fait on avait très peu d'associations animalistes qui faisaient du lobbying, et les quelques-unes qui le faisaient de manière extrêmement ponctuelle, et dans des proportions modestes. Et donc en fait ça permettait pas, si vous voulez, ça permettait d'être réactif. C'est-à-dire, on a une loi, un projet de loi, une proposition de loi, peu importe, qui menace les intérêts des animaux. On va essayer de contacter quelques parlementaires par-ci, par-là pour déposer les amendements ou quoi, mais par contre, ça ne permettait pas, typiquement, de définir l'agenda politique. Parce que vous devez savoir comment ça fonctionne, donc les niches parlementaires, donc le fait que chaque groupe d'opposition a un jour dans l'année où il peut décider de l'ordre du jour et de sur quoi on va voter aujourd'hui. Et donc typiquement, pour qu'un groupe, parce que souvent les groupes du coup vont ce jour-là mettre en avant des textes qui font partie de leur noyau idéologique ou des choses qui vraiment pour eux sont, ou avec lesquelles ils peuvent aussi faire leur com politique, ce qui est normal. Et donc pour qu'un groupe accepte de suffisamment prioriser un de nos sujets au point de le mettre dans le jour où ils peuvent définir l'agenda, ça demande du coup un travail important en amont, de rencontrer un grand nombre des élus de ce groupe-là, et de construire sur du long terme, quoi. C'est pas juste 3 rendez-vous par-ci par-là. Ensuite, il y avait aussi le problème, c'est que les associations ne se coordonnaient pas, donc parfois on avait des messages qui étaient portés, alors pas au même moment, ou pas exactement de la même manière, etc. Et donc ça créait un manque de lisibilité des demandes, et donc déjà que vous aviez peu de motivation du côté des élus pour traiter de ces sujets-là, si en plus les acteurs qu'ils avaient en face d'eux ne leur renvoyaient pas un message clair, c'était pas de nature à les motiver plus. On avait aussi un manque de connaissance des élus, ce qui est normal, du milieu associatif, et donc ils ne savaient pas forcément vers qui se tourner pour avoir un soutien, une expertise sur un sujet donné. Et donc c'était ça aussi l'idée avec CAP, c'était d'avoir un référent quelque part, enfin un acteur clairement identifié vers lequel ils peuvent se tourner, et puis qui peut les renvoyer vers le ou les acteurs, le ou les ONG les plus pertinentes sur le sujet. Et aussi, il manquait des lieux de rencontre entre parlementaires sympathisants de cette cause-là, qui souhaitent agir sur cette cause-là. Typiquement ce que nos opposants faisaient, et donc vous aviez par exemple le club des Amis du Cochon, ou le club Vive le Foie Gras, qui organisait des repas, etc. Ce qui se fait dans tous les domaines, et ce qui est très bien, mais nous on ne faisait pas ça, et donc c'était un peu dommage, et du coup ça ne permettait pas, vu que c'était un sujet qui n'était pas jugé légitime politiquement, qui était très largement moqué. Donc quand vous regardez, il y a encore une dizaine d'années, les débats dans l'hémicycle, et notamment, je pense, le débat en 2015 sur le statut juridique des animaux, quand on a défini que les animaux étaient des êtres sensibles, à ce moment-là, vous aviez des caquettements dans l'hémicycle, vous aviez des blagues, tout le monde était mort de rire. Enfin, c'était clairement un sujet qui n'était pas pris au sérieux. Et donc ce qui arrivait souvent, et au début de CAP, c'est souvent quelque chose qu'on nous a dit, que des élus nous ont dit, des parlementaires, c'est « moi je suis d'accord avec vous, le problème c'est que si je me montre trop sur ce sujet-là, je vais être marginalisé,
que ce soit au sein de mon groupe ou plus largement. Et donc je vais perdre en influence. Et donc beaucoup n'osaient pas en fait y aller franchement, de peur d'être pénalisés par ça. Alors que finalement, à l'époque, on voyait bien qu'il y avait quand même déjà un certain nombre de parlementaires qui pouvaient avoir une sensibilité. Mais vu que personne, quelque part, sortait la tête du lot, ben, les autres ne le faisaient pas non plus. Voilà, donc ça c'est pour expliquer un petit peu d'où on partait. Et donc là, on en arrive à ce que nous, on fait et comment on le fait. Je regarde juste combien de temps il me reste. Pardon ? Ah, super, ok. Super. Donc du coup, nous on a une association, donc loi 1901. Je le précise parce qu'on aurait pu faire une boîte de conseils, mais ce n'était pas l'idée, parce qu'on est tous des militants, qu'on est convaincus et que ce n'était pas le modèle qu'on voulait. On représente donc 25 ONG de protection animale. Alors certaines peuvent être protection animale et environnementaliste, hein, mais le sujet qui rassemble toutes ces associations-là, c'est vraiment la condition des animaux. Un truc qui est important, c'est qu'on n'est pas une fédération. Ça, c'est un truc auquel je tenais en créant l'asso. Parce que, en fait, dans le sens où on ne porte pas, nous, en tant que CAP, de message en soi. C'est-à-dire qu'on porte pour chaque ONG ce que cette ONG-là nous demande de porter pour elle, même si, par ailleurs, on a vocation à faire travailler les assos ensemble, à essayer de faire en sorte qu'il y ait des synergies, qu'il y ait de la cohérence dans ce qui est porté, etc. Donc, quelque part, en termes de fonctionnement, on est un peu entre ce que ferait une boîte de conseil et ce que ferait une fédération. Et pourquoi c'est important cet aspect-là, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus souple et flexible qu'une fédération. Et le fait, du coup, de ne pas nous porter de message en soi, par exemple, typiquement, tout à l'heure, je vous parlais welfariste, abolitionniste. On a des assos dans les deux catégories. Nous, quelque part, c'est pas notre sujet. On travaille en tout cas, nous, ce qui est clair quand une asso veut nous rejoindre, c'est on lui dit, voilà, nous, on n'a pas vocation à porter des trucs qui sont pas entendables politiquement. Donc, on va pas porter des trucs à très, très, très long terme. Et on va réfléchir avec elle à ce qui peut être porté raisonnablement aujourd'hui et ce qui peut être entendu par nos interlocuteurs. Au-delà de ça, on ne se positionne pas sur ce débat-là. En politique, c'est important de pouvoir être réactif. Et souvent, alors que ce soit... alors ça, bon, c'est un peu les rois de ça. Les parlementaires, des fois, nous appellent et puis il leur faut demain un draft de propositions de loi, de questions écrites, de machin. Il faut réagir très, très, très vite. Ou alors... au-delà des demandes individuelles des politiques, souvent il faut être capable de sortir une tribune, un truc dans la semaine ou dans les 2 semaines. Si on avait besoin du consensus de chaque association pour mener une action, on ne ferait pas grand-chose. Et c'est pour ça que souvent, dans d'autres pays, on peut avoir des fédérations qui ont vocation à agir au niveau politique. Ben, in fine, ce qu'elles font, c'est elles sortent 3 communiqués de presse dans l'année, quoi. Voilà, alors que nous, du coup, ce fonctionnement-là nous permet de ne pas avoir besoin du consensus de nos 25 ONG pour faire un truc. En termes, là, vous avez donc les associations. Vous avez des très petits, des très gros, vous avez des associations internationales comme Quatre Pattes, comme Human Society, vous avez des associations plutôt généralistes qui vont parler de tous les sujets de la condition animale, d'autres qui vont être plus spécialisées, donc par exemple sur la corrida ou sur l'expérimentation animale, sur l'élevage, sur la chasse, etc. Et l'idée aussi, et donc on adapte notre fonctionnement de manière à pouvoir vraiment travailler avec toutes les tailles et tous les types d'associations, parce que souvent même des très petites associations peuvent être très spécialisées sur un sujet et avoir une expertise assez unique que d'autres grosses associations ne vont pas avoir. L'idée maîtresse de CAP, c'est de créer et de faire vivre un réseau d'alliés politiques. Et typiquement, c'est pas de faire du one-shot comme ce que je décrivais juste avant que les associations faisaient beaucoup auparavant. C'est quand on rencontre... Alors, du moins quand on a quelqu'un en face de nous qui souhaite agir sur au moins un des sujets dont on lui parle, c'est de pas juste le rencontrer une fois et puis de revenir vers lui ou elle 4 ans après en disant « Ah, tu te rappelles de nous, on voudrait déposer un amendement » parce que là, clairement, il vous envoie chier. Donc l'idée, c'est de maintenir un peu la relation. Et ça passe notamment, et je vais y venir après, par les événements qu'on organise, par des réunions avec les associations. Voilà. Donc l'idée, c'est d'entretenir ce lien-là et de mettre en réseau ces gens-là, c'est-à-dire à la fois de mettre en réseau les associations avec les ONG, mais aussi les politiques sympathisants entre eux, de manière à ce qu'ils puissent travailler ensemble et du coup se renforcer les uns les autres, et pareil pour du côté des associations entre elles.
Donc nous, notre rôle, c'est pas le lobbying expert, c'est plutôt le lobbying relationnel. Ce que ça veut dire, c'est que très concrètement, sur le fond des sujets, enfin, en fait, notre expertise, elle n'est pas sur le fond de chaque sujet, de la chasse, de l'élevage, etc. Ça, c'est l'expertise de nos assos qui font ça très bien. Nous, notre expertise, elle est plus un peu méta. C'est-à-dire, elle est politique, elle est comment est-ce que, ok, vous avez telle demande, comment est-ce qu'on va la porter, auprès de qui, avec quel calendrier, etc. Et quels vont être les véhicules les plus adaptés. Et donc, c'est d'amener quelque part ce travail d'expertise que les associations ont toujours fait aux politiques. Et c'est là que ça pêchait en fait jusqu'ici, c'est que certes elles faisaient ce travail-là, mais soit elles prenaient pas la peine de le communiquer aux politiques, soit pas de la bonne manière et pas avec les bons messages, et donc du coup, in fine, ça ne parvenait pas aux politiques. Voilà, donc très concrètement, les actions qu'on mène pour les ONG, c'est de les représenter auprès des décideurs, de défendre donc leurs revendications, c'est de relayer leurs demandes, de valoriser leurs actions, et donc ça par exemple, ça passe par ça peut être soit des courriers ad hoc, soit ça peut être une newsletter qu'on envoie tous les mois à l'ensemble des parlementaires, et en fait c'est une manière pour nous de faire bénéficier nos assos du réseau qu'on a créé. Et typiquement aujourd'hui, quand on envoie la newsletter à l'ensemble des parlementaires, on a presque la moitié qui l'ouvre. Ce qui est donc, du coup un très bon taux parce que, à force soit de nous avoir rencontrés, soit d'avoir entendu parler de nous via leurs collègues, etc., ils vont plus facilement ouvrir parce que c'est un nom qu'ils connaissent. Si nos assos envoyaient individuellement ces communications-là, c'est pas du tout dit qu'elles aient le même taux d'ouverture. Il y a un travail de mise en relation au quotidien, donc ça c'est à deux sens, donc les politiques viennent vers nous en disant voilà, je voudrais travailler sur un texte, sur tel sujet, est-ce que vous pouvez me conseiller une association, me mettre en lien, ou alors faire la synthèse de ce que proposent les assos sur ce sujet et revenir vers moi. Ou à l'inverse, les assos qui nous disent voilà, on a telle campagne, on voudrait faire quelques rendez-vous politiques, est-ce que vous pouvez nous conseiller qui voir et organiser la rencontre. On organise du coup des événements, je vais y revenir après, pour que les assos puissent directement sensibiliser les politiques et réseauter. Et on organise des démarches collectives, et donc ça c'est aussi un moyen de créer du lien entre les assos, via un travail concret sur un sujet précis, les faire travailler un peu sur leur positionnement de manière à avoir un truc cohérent. Ça peut être des tribunes, ça peut être des lettres ouvertes, ça peut être des campagnes à proprement parler, notamment au moment des élections, ça je vais y revenir. Et par exemple, ce qu'on avait fait au moment du Covid, c'est-à-dire juste en amont du plan de relance économique du gouvernement, on avait fait plancher les assos sur 57 propositions pour la relance. Et donc là, l'idée, c'était, pour une fois, qu'elles parlent pas, je caricature un peu, mais qu'elles parlent pas seulement d'interdire telle pratique ou telle pratique, mais de dire, ok, concrètement, qu'est-ce qui peut à la fois bénéficier aux animaux et à l'économie. Et donc par exemple, si on parle d'expérimentation animale, le fait de développer la recherche sur des méthodes substitutives, ça peut renforcer la compétitivité de la France en termes de recherche, etc. Voilà. On entretient une cartographie des interlocuteurs politiques avec leurs différentes sensibilités telles qu'on a pu l'apercevoir lors de nos rendez-vous, avec l'ensemble des informations pertinentes pour les assos, ce qui leur permet du coup de ne pas être totalement dépendantes de nous, c'est-à-dire qu'elles peuvent soit faire appel à nous pour arranger une rencontre, soit se dire en fait je vais sur la carto, j'ai toutes les infos et je fais ma vie et j'organise moi-même et je décide de qui je veux rencontrer. On a donc un rôle de conseil sur la bonne approche, qui contacter, comment, à quelle fin et avec quel message. Un rôle de formation, et ça c'est un truc qui est hyper important parce que c'est vrai que moi-même j'ai été assez surpris malgré le fait que ça faisait quand même longtemps que j'étais dans le milieu associatif, mais par le fait que très souvent les assos n'avaient pas du tout la documentation par exemple adaptée pour les décideurs, donc soit ils nous envoyaient en fait des trucs qui étaient soit carrément gore avec des images qui n'étaient pas du tout adaptées, soit qui étaient qui tournaient principalement autour par exemple d'arguments éthiques. Alors ça ne veut pas dire que les politiques ne peuvent pas entendre des arguments éthiques, ça bien sûr, mais bon, c'est quand même bien si par ailleurs on a soit des arguments économiques, soit au moins qu'on montre qu'on a chiffré un petit peu l'impact de ce qu'on propose et que donc il y a cette formation des assos vis-à-vis de ça, et aussi tout simplement vis-à-vis de la compréhension des processus législatifs, de comment tout ça fonctionne, qui n'est pas quelque chose d'évident, surtout pour des associations qui n'ont pas forcément des postes dédiés, avec quelqu'un qui est chargé d'affaires publiques, ou
Donc souvent, ils n'ont pas les connaissances, donc on essaye de faire monter, on va dire, en compétence l'ensemble du mouvement associatif pour qu'il soit le plus à même de nous proposer des choses pertinentes, pour que nous, on soit d'autant plus efficaces pour eux. Et aussi, on a un travail de veille. Et ça, c'est important parce que notamment des assos, alors, en particulier pour les assos spécialisés, souvent, quand elles font de la veille, elles vont regarder ce qui les intéresse prima facie de manière évidente. Or, souvent, il y a moyen de s'insérer sur des textes qui a priori n'ont rien à voir, mais parce qu'en fait on trouve un lien. Et donc par exemple on a eu 2 belles victoires il y a un peu plus d'1 an sur des projets de loi qui a priori n'avaient aucun rapport avec la condition animale. Donc typiquement un projet de loi sur les douanes où en fait on a alerté les assos en disant là il y a peut-être un truc à jouer parce qu'on avait une asso qui avait une campagne sur la chasse aux trophées. Donc les chasseurs qui vont à l'étranger chasser des animaux et ramener les têtes, etc. Et donc là, il y avait la possibilité en fait, d'agir via ce projet de loi sur les douanes là-dessus. C'est-à-dire le fait d'empêcher de ramener des trophées d'animaux menacés, etc. Faute de pouvoir, bien sûr, agir dans les pays concernés, puisque c'est pas la France, donc on ne peut pas agir sur leur législation. Un autre exemple, c'était un texte sur des dérives des influenceurs. Donc, vous avez peut-être entendu parler donc il y a 1 an et demi. Donc là aussi, a priori, rien à voir. C'était plutôt sur les pyramides de Ponzi, etc. Enfin, ce type de choses-là. Sauf qu'en fait, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à jouer sur les influenceurs qui mettent en avant des animaux sauvages captifs. Donc vous pouvez penser à Maître Gims et son Serval, par exemple. Voilà. Et donc ça a une influence, parce que du coup, c'est aussi... ça peut être reproduit du coup par les gens qui disent tiens, moi aussi je veux un Serval, je veux machin. Et donc on a fait voter un amendement qui empêche ce qui s'apparente à de la promotion de la captivité des animaux sauvages par les influenceurs. Voilà, donc du coup cette veille elle est importante pour ça. Pour vous parler un petit peu plus précisément de à quoi ça ressemble ce qu'on fait, donc quand on rencontre les politiques, donc je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, notre action elle est vraiment à l'échelon national principalement, donc parlementaire, exécutif. Le but c'est à la fois déjà premier abord c'est de se faire connaître en tant que relais potentiel, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le politique puisse se dire ok, j'ai une question sur les animaux, je vais voir Cap et il saura du coup me réorienter vers là où les assos compétentes, ou en tout cas revenir vers moi avec l'info. On leur présente les attentes des assos, on essaye de sonder leur sensibilité sur les différents sujets. En fait, souvent on va pas s'attarder à essayer de convaincre. On va essayer de s'attarder à convaincre d'agir. Mais par contre, si on a quelqu'un qui clairement nous dit moi, la corrida, je suis pour, c'est pas un sujet pour moi, on va pas essayer de le convaincre que la corrida, c'est pas bien, quoi. Parce qu'il y a suffisamment de sujets sur lesquels on peut agir. C'est quand même assez rare qu'on ait quelqu'un qui nous dise les animaux, j'en ai strictement rien à foutre, et dans tous les domaines. Donc souvent, même des gens qui a priori sont pas très favorables à ces questions-là, y a bien un sujet, que ce soit sur la protection des animaux de compagnie, sur lesquels on peut les accrocher. Donc on va plutôt s'attarder à ça. Donc on va rapidement balayer les sujets, voir un petit peu sur quoi on sent une sensibilité, et là du coup on va passer du temps plutôt que d'en perdre sur le fait d'essayer de les convaincre, alors que souvent on a une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure au mieux, et donc il n'y a pas le temps d'aller trop dans le fond du sujet. Et ça parce que du coup l'objectif c'est le plus possible, c'est de repartir après le rendez-vous avec une action concrète sur laquelle on s'est mis d'accord avec l'élu. Voilà. Sur les événements, je vous en ai déjà un petit peu parlé. En général, on a une trentaine de parlementaires qui sont présents ou représentés par un collaborateur. Donc ce qui est plutôt pas mal pour ce type d'événement-là. Et plus récemment, on a développé aussi, je crois que j'y viens juste après, une action sur l'échelon municipal, mais qui est un peu différente. Et du coup, il y a aussi des élus municipaux maintenant qui viennent s'ajouter. Et c'est pas des événements qui sont ouverts au public. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir si je peux dire ça comme ça, un safe space pour les politiques. C'est-à-dire où ils savent que ça va pas finir sur Twitter dès qu'ils disent quelque chose. Et du coup, ça permet d'avoir des discussions un peu plus franches et un peu plus stratégiques. Voilà, donc l'action au niveau municipal. En fait, en 2020, donc suite aux élections municipales, on s'est rendu compte que beaucoup de mairies avaient mis en place, de municipalités, une délégation à la protection animale. Donc quelque chose qui était assez nouveau, et qu'en fait, souvent, ces délégués à la protection animale
se retrouvaient un peu isolés. Soit parce qu'ils étaient dans une majorité qui s'en fichait royalement de ce qu'ils faisaient, et donc avec peu de soutien et à devoir lutter pour faire passer quoi que ce soit. Soit parce que c'était des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience dans le domaine et qui du coup manquaient de billes. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que faute de faire le même travail que ce qu'on fait à l'échelon national au niveau municipal, parce que aujourd'hui on est 5 équivalents temps plein et demi dans l'asso, donc on n'a clairement pas le temps de tout faire, on préfère faire un échelon bien que de faire tous les échelons mal, donc on reste sur le national, mais on s'est dit ok, on va pas faire du lobbying proactif comme on fait au niveau national, mais créer une plateforme, donc une plateforme en ligne où les élus du coup peuvent échanger avec les assos, peuvent poser des questions, peuvent échanger entre eux, se faire des retours d'expérience, dire moi j'ai eu le même problème sur la stérilisation des chats errants, on a trouvé telle solution, au bout de 3 ans ça montre tel résultat, etc. Et on organise du coup des visios où les assos du coup présentent certaines problématiques et certaines solutions potentielles aux élus. Alors, je vérifie un peu combien de temps il me reste. 10 minutes ? Ah oui. Ouais, ça n'a pas un peu raccourci depuis tout à l'heure. Mais alors du coup, je vais un peu speeder. Ok. Donc, au niveau du bilan, donc on a eu 380 rendez-vous depuis 7 ans avec des parlementaires ou des membres de l'exécutif. On a facilité aussi un certain nombre d'auditions à l'Élysée, à Matignon, des missions d'information, etc., pour que les associations puissent du coup apporter leur expertise directement dans ces forums-là. Bon, là, je vous avais mis un petit camembert. Alors, c'est sur le premier quinquennat Macron, parce que bon, là, du coup, sur le deuxième, c'est un peu plus compliqué, vu qu'on est déjà à 2 législatures. Enfin, bref. Mais voilà, ça vous donnait une idée un petit peu là, c'est la répartition par groupe parlementaire des rendez-vous qu'on a eus. Donc, grosso modo, ça correspond aux équilibres qu'il y avait sur le premier quinquennat Macron. Simplement, vous avez un petit peu plus de gauche, parce que, en fait, il y a eu un peu plus d'intérêt sur cette question montrée à gauche, tout simplement. Et notamment, en fait, il y a deux forces politiques, on va dire, qui, en tant que force politique, ont un peu embrassé ces questions-là, c'est LFI et ELV. C'est un peu les deux partis qui, disons, en tant que tels, ont pris des positions cohérentes favorables aux animaux. Après, par contre, on trouve des soutiens à peu près partout. Et notamment, ce qui était intéressant avec la Macronie au sens large, c'est que ça a apporté, sur le premier quinquennat, ça a apporté un certain nombre de... Enfin, comment dire, ça a modifié un peu les équilibres démographiques à l'Assemblée. Et donc, on a eu plus de femmes, plus de jeunes, et donc des gens qui, du coup, ont de fait un peu plus de sensibilité à ces sujets que des vieux mecs, voilà, pour faire simple. Et donc typiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui au Sénat, on voit bien la différence avec l'Assemblée, c'est qu'il y a quand même pas le même niveau d'écoute sur nos sujets. Voilà. Les événements, je vous en ai déjà un petit peu parlé. On essaye de varier les formes. Donc typiquement, souvent, c'est un format un peu conférence, avec des présentations des associations. Puis après, dans tous les cas, il y a toujours un temps de réseautage à la fin, parce que c'est vraiment ça le but premier. Mais on a aussi fait une visite de refuge, on a amené sur le terrain du coup les parlementaires. On organise aussi des tables rondes pour essayer d'avoir une forme un peu différente et une discussion un peu plus libre, avec aussi des experts qui viennent, qui ne sont pas d'ONG. Et on a tenté un truc qui fonctionne bien, et je crois qu'on est les seuls à le faire. C'est un format, on a appelé ça workshop, mais en interne on appelle ça le speed dating, parce que ça ressemble à ça. Et d'ailleurs c'est l'image que vous avez là, c'est en gros vous avez des tables thématiques. Donc vous avez une table élevage, une table expérimentation, etc. Les assos qui sont répartis en fonction de leur spécialité sur ces différentes tables, et en fait les politiques passent de table en table pour avoir une discussion libre et amener leurs propres questions. Donc il y a un certain nombre de questions proposées, mais après ils peuvent venir aussi avec leurs propres questionnements. Alors j'avais une petite vidéo, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, donc je vais la passer. Et donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on a des parlementaires qui parfois avaient un sujet qui les intéressait, parmi ceux qu'on traite. Le reste, c'était pas leur truc. Et en fait, ils viennent à un de nos événements qui traite du sujet qui les intéresse à la base, et puis finalement ça leur plaît bien, du coup ils reviennent une autre fois. Et petit à petit, en fait, ils s'ouvrent aux autres sujets. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant là-dedans. On a aussi des actions qui ont été prises suite à ces événements-là, d'élus dont on sait qu'ils se sont rencontrés là. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi.
Et très régulièrement, suite à ces événements-là, on a des questions écrites qui sont déposées, des choses comme ça. Enfin, voilà, donc il y a du résultat concret suite à ça. Voilà, là vous avez un petit bilan quantitatif, on va dire, des objets qu'on a fait déposer, donc un peu plus de 500 amendements, 45 propositions de loi, dans un peu tous les domaines, 140 questions au gouvernement. Ce qui est intéressant avec les questions au gouvernement, bon c'est principalement des questions écrites, hein, c'est que c'est pas seulement un moyen d'obtenir une info ou un positionnement du gouvernement, ça peut être aussi un moyen de pression, tout simplement, c'est-à-dire qu'on peut un peu détourner quelque part l'objectif premier de cet outil-là. Typiquement, pendant le Covid, on s'est retrouvé face à une problématique, c'est que pendant le confinement, les adoptions étaient plus possibles dans les refuges. Pendant qu'en même temps, il y avait plus d'abandon que jamais, parce que les gens se retrouvaient confinés avec leurs animaux, etc. Donc voilà. Et donc, il y avait un problème d'engorgement. Et le truc, c'est que là, pour le coup, bon, il n'y avait pas d'intérêt économique en jeu ou quoi, c'était simplement un impensé du gouvernement, c'est normal, bon voilà, dans l'urgence ils font un confinement, ils ne pensent pas à tous les cas de figure et toutes les implications de ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait déposer par 11 parlementaires des questions, la même question écrite, de différents groupes politiques, y compris de la majorité. Et en fait, ça a suffi à faire bouger le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a dit « ouais, ok, je modifie ça pour réautoriser les adoptions pendant le confinement ». Voilà, donc les questions écrites, ça peut être utilisé à différentes fins, on va dire. Voilà, donc on a eu 15 initiatives collectives, donc je vous en ai parlé, tout ce qui est élections, ce qu'on avait fait pour le plan de relance, etc. Et une de ces initiatives, c'est une campagne qu'on réactive du coup à chaque élection, qui s'appelle Engagement Animaux. Alors en fait, on a donné sa propre identité visuelle, etc. à cette campagne, parce que l'idée c'était de rassembler un peu plus largement que juste les associations qui sont membres de CAP, et donc d'avoir notamment des grosses assos comme la SPA, la Fondation Bardot, etc. Et donc c'est une campagne qui a plutôt bien fonctionné, parce qu'on avait réussi à obtenir des engagements de la plupart des candidats à la présidentielle en 2022, des principaux partis aux législatives. Je passe assez rapidement là-dessus, et on a refait ça aussi aux dernières européennes. Voilà, et ça a permis aussi de faire vivre le débat dans le cadre des élections, et notamment médiatiques, autour de ces questions. Et la plus belle victoire qu'on ait eue, c'est la loi maltraitance de 2021, qui est une loi qui, à terme, interdit l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques, dans les spectacles des delphinariums, la production de fourrure, et ça c'est un truc qui n'a pas été beaucoup relevé, mais qui pour moi est quand même très important symboliquement. La production de fourrure. Alors en fait, pourquoi ça n'a pas été très relevé, c'est qu'en France, on n'était pas un gros producteur de fourrure. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait 7 élevages en France de visons, voilà, bon, qui étaient tous des gros élevages intensifs, mais ça représentait très peu. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a obtenu gain de cause là-dessus, évidemment. Sauf que c'est la première fois qu'on interdit... Parce que là, le sujet n'était pas le mode d'élevage. C'est-à-dire qu'il se trouve que les 7 étaient des élevages intensifs, mais ce n'était pas le sujet de la loi. La loi, c'était de dire on ne peut pas tuer un animal pour sa fourrure, point barre, c'est pas... Voilà. Et ça... Pour le coup, je pense que symboliquement, c'est très important, et c'est quelque chose qui va aussi nous être utile par la suite pour dire, attendez, si à un moment donné, on a jugé que tuer un animal pour ça, c'était pas légitime, peut-être que pour ça aussi, on peut juger la même chose. Et puis, il y avait des dispositions sur la zoopornographie et sur la protection des animaux de compagnie, et notamment le renforcement des peines en cas de maltraitance, etc., d'abandon. Et ça, donc, c'est une loi qu'on a initiée, draftée, et ce qui est intéressant, c'est que c'était avec une parlementaire, une macroniste, que personne n'avait repéré. Vous alliez sur Politique Animaux, là, l'observatoire dont je vous parlais, elle n'avait pas une bonne note parce qu'en fait elle n'avait pris aucune position. Bon voilà, et ça fait partie de ces rendez-vous où bon, on tente, on a une réponse, on se dit bon, on n'en attend pas forcément grand-chose, et in fine, en fait, on tombe face à quelqu'un qui... Parce qu'en fait, les parlementaires fonctionnent aussi beaucoup par spécialité. C'est-à-dire que souvent ils vont essayer d'exister politiquement en se spécialisant sur un truc, en disant ça c'est mon sujet. Et elle, voilà, jusqu'ici elle n'avait pas fait de ce sujet-là son sujet, mais c'est pas pour autant qu'elle n'avait pas une réelle sensibilité et qu'elle n'était pas extrêmement motivée. Et en plus on est tombé sur quelqu'un qui a su faire un très bon lobbying en interne auprès du gouvernement à l'époque, auprès de son groupe. Et donc je vous passe toutes les étapes parce que ça a pris 3 ans et ça a été très long, et entre le fait que ça puisse être débattu à l'Assemblée, puis après que ça passe côté Sénat, parce que c'est toujours
le même problème, c'est qu'une fois que c'est voté dans une chambre, il faut encore que quelqu'un le mette à l'ordre du jour de l'autre chambre. Et donc ça, c'est pas toujours simple. Donc là, on a dû faire des lettres ouvertes, mettre la pression sur le gouvernement pour que ça puisse se faire. Et à chaque étape, du coup, on a dû à la fois se battre contre des amendements pour essayer de détricoter le texte, nous essayer de pousser les amendements qui puissent au contraire l'améliorer, et in fine, en fait, on a fini avec un texte qui était encore meilleur à la sortie qu'à l'entrée, donc ça c'était plutôt chouette. Et surtout, c'est la première proposition de loi sur la condition animale à passer sous la 5e. Donc c'était une belle victoire. Voilà, donc pour terminer, un petit état des lieux de où on en est aujourd'hui, de ce qui reste à faire. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, donc il y a 7 ans, c'est un sujet qui était jugé par les politiques comme pénalisant. C'est-à-dire, en gros, il n'y avait rien à gagner à aller sur ce sujet-là, et au contraire, il y avait tous les coups à prendre. Enfin, c'est comme ça que c'était perçu. Et ça, c'est ce que nous disaient un certain nombre d'élus qui étaient sensibles au sujet, mais qui disaient très clairement, sur ce sujet-là, j'ai rien à gagner. On est passé donc d'un sujet perçu comme pénalisant à quelque chose qui est au contraire maintenant plutôt perçu comme porteur. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des gens sincères qui n'osaient pas agir sur le sujet, et maintenant on a non seulement les gens sincères osent agir, mais en plus on a même des gens pas si sincères que ça, mais qui veulent agir dessus, parce qu'ils veulent se montrer sur le sujet, parce que voilà. Ce qui est super, parce que nous on s'en fiche finalement qu'ils soient sincères ou pas, ce qui compte c'est qu'ils agissent. Donc ça c'est déjà une belle victoire quelque part, et surtout c'est un sujet qui aujourd'hui est jugé légitime en politique, par les acteurs politiques. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc même nos opposants politiques, enfin, même les élus qui ne sont pas de notre bord, on va dire, sur cette question, je parle, ne remettent plus fondamentalement en cause le fait qu'on puisse parler de ça dans un hémicycle. Qu'en fait, c'est un sujet qui a sa place. Donc ça, c'est la première chose. On a maintenant des partis mainstream, on va dire, qui se positionnent clairement. Donc je vous en parlais, LFI, ELV. Et on essaye de faire grossir ce pool-là, évidemment. CAP, maintenant, est bien identifié et reconnu pour son travail auprès du personnel politique, et donc ça nous facilite aussi la tâche. Typiquement, ce qui était intéressant, c'est qu'au tout début de CAP, sur le premier quinquennat, en fait, on a commencé vraiment en juillet 2017. C'est là qu'on a vraiment lancé l'activité, donc au tout début du premier quinquennat Macron. Et au départ, on devait un peu ouvrir les portes avec les dents, quoi. Fallait faire des dizaines de relances avant d'obtenir un rendez-vous, etc. Et aujourd'hui, alors typiquement, en 2022, là, suite aux législatives 2022, on a un certain nombre de députés qui nous ont contactés d'eux-mêmes, en fait, qui nous avaient repérés et qui du coup nous ont contactés d'eux-mêmes pour prendre rendez-vous, etc. Donc ça montre que voilà, maintenant on est clairement identifié et reconnu, donc ça nous facilite quand même grandement la tâche. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que les associations s'intéressent beaucoup plus à l'action politique, comprennent un peu mieux comment ça fonctionne et ce qu'elles peuvent faire avec. Et donc ça, c'est quand même le préalable à quelque action que ce soit. Et surtout, dans une bonne mesure, en tout cas, on arrive à faire en sorte qu'elle soit efficace et cohérente dans ce qu'elle porte. Et ça, donc ça dépend pas de CAP, mais grâce au parti animaliste, maintenant on peut dire, en gros, la cause animale en France, c'est 2% de l'électorat. Ce qui, mine de rien, est loin d'être négligeable, et c'est quelque chose qui a été très largement remarqué, et notamment, je dis 2% parce que c'est le résultat à la fois aux européennes 2019 et aux européennes 2024. Et en 2019, je me rappelle des réactions qu'on avait des élus qu'on rencontrait qui étaient vraiment impressionnés de ce résultat-là. Ça va être là. Tu me laisses juste 2 minutes ? Ouais, ça marche. Sur ce qu'il nous reste à faire, déjà il nous reste à obtenir un meilleur accès au gouvernement, parce qu'aujourd'hui on accède très facilement aux parlementaires, c'est plus une difficulté, ou en tout cas à la plupart des parlementaires. Côté gouvernement, c'est autre chose, et clairement, si on compare avec les groupes de pression dont je parlais au début, que ce soit la FNSEA, que ce soit la FNC, eux ils ont un accès au gouvernement très facilité, ce qui n'est pas notre cas, donc ça reste un point de faiblesse sur lequel il faut qu'on agisse. Je pense qu'il y a une menace pour nous qu'il faut qu'on évite, c'est de circonscrire la condition animale à un camp politique, parce que là c'est un peu ce qui est en train de se passer avec les partis dont je vous parlais qui se sont emparés de cette question-là. Et ce qu'on commence à sentir à droite maintenant, c'est parce que la droite au sens large a toujours été peut-être moins sensible à ces sujets-là.
mais pas forcément parce que c'était la condition animale, plus parce que ils priorisaient plus l'aspect libéral, donc liberté de business, etc. Nous faites pas chier avec ça, ou des valeurs un peu conservatrices, mais donc il n'y avait pas forcément de réactance vis-à-vis de ce sujet. Or là, il y a un peu ça qui arrive parce que c'est perçu comme un sujet woke, pour faire simple. Et donc ça, c'est à mon avis une menace qu'il faut qu'on essaye d'éviter. Surtout dans le cadre d'une société qui se droitise. On a ensuite une Union européenne qui ralentit un peu sur nos sujets, et ça c'est aussi du fait que cette droitisation elle existe aussi en Europe, et donc ça rend notre action sur le plan national d'autant plus important. Il y a aussi un risque potentiel avec cette droitisation dont je parle là de répression, comme ça c'est vu dans d'autres pays, à partir du moment où le mouvement, parce qu'on est quand même un mouvement qui remet en cause beaucoup d'intérêts économiques de fait, plus que beaucoup d'autres mouvements sociaux, et donc à partir du moment où on commence à être un peu poil à gratter et à emmerder certains groupes d'intérêts puissants, il y a un risque de répression, et c'est quelque chose, moi j'ai fait ma thèse là-dessus justement sur la répression du mouvement animaliste en Europe. Voilà, assez naturellement, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Donc, et il y a en France quelques tentatives dans ce domaine-là, donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Et aussi, pour terminer ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui nous manque, nous, mouvements associatifs animalistes, c'est la capacité à mobiliser, notamment dans la rue, assez largement. Faute de le faire de manière virulente, comme certains de nos opposants le font, c'est au moins de pouvoir être nombreux. Pas forcément faire des manifs à tout va, mais par contre, dans certains cas, sur des demandes très précises, être capable de se mobiliser largement. Voilà, bon, du coup, je termine juste là. Donc, en gros, comment dire ? Voilà, je pense qu'on est bon. On m'entend, oui. Merci beaucoup Melvin pour cette première présentation. Et pardon, et d'ailleurs je crois que j'ai oublié de le faire en commençant, mais merci beaucoup du coup pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci de t'être déplacé spécialement de Paris pour cette conférence encore une fois. Maintenant on va passer aux questions, alors il nous reste 10-15 minutes si vous partez vite après. Comme on doit libérer l'amphi à tout prix à 30, ça doit être complètement vide, donc si on s'arrête à 25, je pense que ça le fait. Donc si vous avez des questions, levez la main. Et je vais faire un petit switchage avec l'écran. Oui, merci pour la présentation. J'ai vu, du coup, dans votre présentation, vous savez, les élus qui étaient en faveur des politiques animales, et je crois que ça m'a frappé, mais je crois que ça frappe à peu près tout le monde, qu'il y avait Marine Le Pen. Oui, pour les présidentielles, oui. Voilà, et du coup, je me suis dit, comme vous dites que ça se droitise même, ça s'extrême droitise, ouais. Est-ce que du coup, vous êtes en négociation avec cette dame, voire avec son parti. Et est-ce que si jamais il s'avère qu'elle a des postes un peu plus importants, malheureusement, est-ce que vous serez prête à négocier avec elle pour le bien des animaux ? Alors ça, c'est une question qui est pour nous assez touchy, comme pour beaucoup d'associatifs. Typiquement, avec CAP, jusqu'ici, ce qu'on a tenu comme ligne, c'est qu'on n'est pas proactif vis-à-vis du RN. On ne s'interdit pas de les rencontrer si eux veulent nous rencontrer, mais on n'est pas proactif. Voilà, c'est un peu ce qu'on a trouvé comme positionnement. Après, par contre, pour cette campagne-là, l'ensemble des associations étaient d'accord pour dire on va voir tous les candidats et simplement on leur demande de se positionner sur un certain nombre de mesures. Donc c'est dans ce cadre-là qu'elle s'était positionnée. Alors sachant que elle avait quand même le moins bon score de ceux qui avaient accepté de répondre. Mais au moins elle avait accepté de répondre, c'est déjà ça, Macron n'y avait pas répondu. Par contre ce qui est intéressant, c'est que pour les européennes, Renaissance s'était engagé pour le coup là en 2024. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Oui, juste dans le futur, c'est quoi votre... Parce que là du coup vous n'êtes pas proactif. Je pense qu'on la visera à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est sûr que si demain ils sont au pouvoir, ça va être compliqué de ne pas leur parler. Mais c'est vrai que jusqu'ici, c'est une question qui est pas évidente parce que ça pose des questions à la fois stratégiques vis-à-vis de nos alliés actuels, enfin nos alliés de fait. Je ne parle pas d'alliés, nous on est alliés à personne, mais de fait on a des forces politiques qui portent plus nos sujets. Donc c'est compliqué vis-à-vis de ça, et aussi vis-à-vis des positions que nos associations elles-mêmes ont. Voilà, donc c'est un vrai questionnement, c'est un vrai questionnement pour nous, et c'est sûr que quand ils étaient 8 à l'Assemblée, c'était pas très compliqué de ne pas aller vers eux. Là aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué, et ça va probablement malheureusement l'être de plus en plus.
Moi, j'avais une question par rapport à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Je sais que vous intervenez que entre guillemets, c'est déjà très bien, au niveau national, mais est-ce que vous êtes en contact avec le groupe que vous nous avez présenté rapidement au niveau européen, et comment CAP et les associations se positionnent par rapport à cet accord qui, on le sait, engage beaucoup de questions autour du respect animal et de la condition animale en général. De manière générale, de toute façon, les associations sont pour les clauses miroirs dans les accords internationaux. Et ça, pour le coup, c'est un point de convergence avec les éleveurs. C'est-à-dire que ça fait partie des choses où c'est peut-être des rares choses. Enfin, je dis les éleveurs, faut pas. Typiquement, si vous pensez à la Confédération paysanne, par exemple, qui est un des syndicats agricoles, pour le coup, ils sont sur des positions assez proches des nôtres, parce qu'ils sont plutôt sur l'élevage bio, extensif, etc. Donc, oui, faut pas simplifier les choses. Mais en tout cas, même, on va dire, la FNSEA, qui est ce syndicat que je décrivais tout à l'heure, qui est très productiviste, très pro-intensif, pour le coup, on se retrouve là-dessus. Donc, ça fait partie des quelques sujets sur lesquels, en fait, tout le monde est d'accord. Enfin, dans ce domaine-là. Et pour répondre du coup à votre question sur l'action au niveau européen, donc nous, on est bien sûr en lien avec Eurogroup for Animals dont je parlais tout à l'heure, donc qui est cette coalition européenne. On a beaucoup de nos associations qui en font aussi partie et donc qui ont une action au niveau européen. Et alors nous, ça peut arriver qu'on rencontre des eurodéputés, mais c'est plutôt à leur initiative. Du coup, on n'est pas forcément proactif dans le sens où nous, notre échelon, il est clairement défini, et voilà. Et puis on ne veut pas forcément faire doublon avec ce qui existe déjà, et notamment cette coalition-là. Par contre, on va souvent penser notre action avec une finalité européenne. C'est-à-dire que nous, on agit au niveau français, mais ça peut être aussi pour que la France ne bloque pas une décision au niveau européen. Voilà. Donc la finalité, elle est européenne, mais notre action se porte sur le national toujours, quoi. Voilà. Moi, je me demandais si dans votre action de lobbyiste, vous vous êtes déjà senti menacé par des groupes opposés ou des groupes d'intérêt. Enfin, si c'est le cas, vous nous expliquer comment ça s'est passé. Ok. Non, honnêtement, non, jamais. On n'a pas eu de difficulté. Alors, est-ce que parce qu'on on a certaines associations qui ont pu être embêtées. Alors, je ne serais pas forcément à l'aise d'en parler là parce que ça les concernait et je ne suis pas sûr qu'elles soient très à l'aise qu'on en parle. Mais en tout cas, nous, non. Nous, on n'a jamais eu ni indirectement ni directement de problème. Alors, là où il y avait eu... moi, personnellement, non. Par contre, des associations qui étaient à la table de négociation avec nous, c'était bizarrement... Je sais pas si c'est bizarre, mais en tout cas, c'est pas forcément le groupe de pression auquel on pense. Voilà, c'est les circassiens. Quand il y avait des négociations au MTE, donc au ministère de l'Environnement à l'époque, en prévision de la loi maltraitance dont je parlais là. Là, il y a eu des menaces, y compris physiques, etc., d'associatifs qui étaient présents aux réunions. Ouais. Voilà. Vous avez parlé de livres pour mieux comprendre l'histoire de la condition animale et du combat pour ça, mais est-ce que vous auriez d'autres œuvres, que ce soit des livres ou des films, sur le lobbyisme ? Parce que souvent on en parle comme quelque chose de négatif, ou on a des films sur les lobbies du tabac, ou etc. Mais est-ce que vous auriez un moyen de mieux comprendre comment on peut prendre contact avec les politiques ? Comment est-ce que ça se passe techniquement ? Alors là, j'en ai pas forcément qui me viennent vraiment, qui répondent directement à cette question-là. Alors typiquement, dans ceux que j'avais mis, indirectement, ça y répond. C'est-à-dire que typiquement, Garner, là, typiquement le Political Animals, le premier, le vert, ça va vraiment dans le détail de ce que font les... Enfin là c'est Angleterre et États-Unis, de ce qu'ont mis en place les associations pour atteindre les politiques, etc. Donc ça répond à cette question-là. Après, à un espèce de manuel, on va dire comme ça, j'aurais pas forcément ça en tête, mais c'est sûr que ça existe. Il y a un bouquin qui peut être intéressant, c'est le bouquin du lobbyiste en chef des chasseurs, Thierry Coste, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le pouvoir d'un lobby, je crois. Donc là, je prêche pour la paroisse d'en face, mais en fait, c'est intéressant, parce que du coup, il décrit un petit peu ses méthodes, etc. Parce que pour le coup, lui a toujours... la plupart du temps, les lobbyistes sont assez secrets, de par ce qu'ils font. Nous, c'est un peu différent, parce qu'on est une asso, on
n'a pas de raison forcément de se cacher. Mais typiquement Thierry Coste, donc ce lobbyiste des chasseurs, lui pour le coup se met beaucoup en avant en fait, et met beaucoup en avant ce qu'il fait. Et donc voilà, donc c'est un bouquin qui me vient, qui peut être intéressant à lire, parce que lui du coup décrit assez librement ce qu'il fait. Voilà, je trouve que c'est peut-être un exemple. Ouais. Bonsoir. J'avais une question concernant les espèces invasives, par exemple les rats, les chats ou encore les loups. Je pense notamment aux loups ou les bergers considéraient qu'il y en avait trop et que ça constituait un danger pour leur troupeau. Comment est-ce que votre groupe qui justement défend les animaux réagit face à la volonté de les tuer, littéralement ? Ouais. Alors, les loups, les mettre comme espèce invasive, c'est particulier. Mais bon, enfin, je comprends la question. Qui se développe plus rapidement que ce qu'on pensait. Ouais. Alors, donc encore une fois, nous, en tant que CAP, on n'a pas de position sur quelque sujet que ce soit. Après, donc, le loup, ça fait partie des sujets qu'on défend pour certaines associations. Leur position, c'est avant tout... Enfin, bon, c'est un sujet qui est assez complexe, donc en fait, pour bien dire, on peut peut-être en parler après, parce que ça va être long si je veux vraiment répondre pleinement à la question, mais en tout cas, voilà, il y a des solutions, en tout cas, selon les associations, il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour éviter qu'il y ait trop de victimes, on va dire, ovines. Il y a aussi la question de l'évaluation du nombre d'attaques, etc., qui pose question, parce qu'il y a aussi des attaques de chiens errants qui peuvent être... voilà, c'est un sujet qui est un peu complexe, mais en tout cas, ça fait partie des sujets qu'on porte. Alors, il se trouve que les rats, ça fait pas partie des sujets que nos associations aujourd'hui nous demandent de porter, mais il y a des associations qui le portent, donc il y a une asso notamment... Paris Animaux Zoopolis qui porte cette question-là. Et avec là aussi des solutions alternatives, c'est-à-dire le fait de plutôt jouer sur l'hygiène publique, parce qu'en fait les rats c'est très compliqué d'en venir à bout, donc vous pouvez en tuer tant que vous voulez, ça résout pas vraiment le problème, donc ça peut être à la limite cathartique, mais c'est tout quoi. Et donc il y a des solutions de ce type-là, il peut y avoir d'autres types de solutions. C'est un peu comme sur la question de la chasse, c'est-à-dire qu'il y a tout un discours qui est porté par les chasseurs sur la question de la régulation, et nous ça fait partie des choses qu'on essaie de déconstruire, parce que quand vous voyez que les 2/3 des animaux chassés sont des animaux qui sont élevés et relâchés pour être chassés, et en plus il peut y avoir d'autres façons de réguler que les solutions létales. Voilà, donc ça va être plutôt de cet ordre-là les réponses qui vont être apportées par les assos, quoi. Donc pas de dire il n'y a pas de problème, il faut rien faire, mais de dire en fait il y a des solutions alternatives qui peuvent être peut-être plus efficaces et moins cruelles, quoi. Oui. Mais on peut du coup continuer après parce que c'est quand même c'est un sujet qui est long, mais avec plaisir. Du coup, vous en avez peut-être déjà parlé avant, mais comment sont financées vos actions ? Est-ce que c'est uniquement des dons ou est-ce qu'il y a d'autres sources ? Alors il y a des dons. En gros, grosso modo, un quart, on a des dons. On a la participation des associations qui cotisent, donc en fonction de leur taille, parce que du coup il y a des très petites assos, très grosses assos, donc en fonction de leur budget, elles cotisent. Il y a des dons de fondation. Et plus récemment, on a développé de la prestation pour des assos qui veulent un service un peu à la carte et des choses qui vont plus loin que ce qu'on fait normalement, ou qui veulent carrément qu'on leur rédige leur documentation, enfin qu'on fasse une partie du boulot que normalement on fait pas. Voilà, donc grosso modo c'est un quart, c'est à peu près ça nos financements, et on a un budget annuel qui l'année dernière était de 290 000 €. Voilà, pour donner une idée de ce qu'on fait. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir 5 équivalents temps plein et demi aujourd'hui. Moi, ma question ici, elle porte sur la chasse. Vous en avez parlé rapidement au début et vous venez d'en reparler. Et vous disiez que dans certains pays, il y avait une différence entre les types de chasse, etc. Est-ce que vous, dans la manière dont vous traitez la chasse et le rapport que vous avez par exemple avec le fait de vouloir l'interdire ou non, est-ce que vous faites des différences entre ces types de chasse ? Est-ce que par exemple vous allez plus prôner une interdiction de la chasse à court, mais par exemple les types de chasse où les chasseurs mangent directement ce qu'ils mangent, enfin ce qu'ils chassent, est-ce que là vous allez être plus tolérant parce qu'en soi, au niveau de
de la maltraitance animale, est-ce que c'est pas mieux qu'un abattoir? Ouais, tout à fait. Alors bon, la chasse au tir classique, l'essentiel n'est pas manger, hein. Mais il y a en effet des gens qui mangent ce qu'ils chassent. Mais en tout cas, oui, alors ça là aussi, hein, nous on n'a pas de positionnement en tant que CAP. Après nos assos, alors là typiquement ça va être un sujet sur lequel nos assos peuvent avoir des positionnements un peu différents. Certaines vont être plus radicales que d'autres. Après de toute façon, nous, typiquement ça c'est un sujet. Nous on dit clairement à une asso qui arrive et qui nous dit moi je veux porter l'interdiction de la chasse, on lui dit non. Ça, je veux dire, aujourd'hui c'est pas entendable. Moi j'aimerais bien, hein, honnêtement à titre personnel j'aimerais bien, mais non. Clairement c'est pas quelque chose qu'on peut porter. Donc on va en effet plutôt soit se concentrer sur des formes de chasse particulièrement cruelles, comme la vénerie sous terre, donc le déterrage de blaireaux, etc. La chasse à courre, les chasses dites traditionnelles que je décrivais tout à l'heure, donc ces choses-là, oui. Soit ça va être, par exemple, d'interdire l'élevage cynégétique, donc le fait d'élever des animaux pour les relâcher et pour les tuer, donc tous les faisans, les perdrix que vous pouvez voir sur le bord des routes qui savent pas trop où elles sont parce que c'est des animaux d'élevage en fait qu'on relâche comme ça, puis que du coup ils les tirent comme des donc ça va être plus sur des mesures comme ça, mais du coup on va pas nous porter l'interdiction totale de la chasse, quoi. Et c'était la dernière question. Super. Merci à toutes et tous et merci à Alice encore Melvin pour être venue et Sciences Po Environnement pour ce soir. Et désormais, on va assez rapidement quitter les lieux. Et pour les plus motivés d'entre vous, on vous propose d'aller boire un verre avec Melvin pour continuer ces discussions. Si vous êtes motivés, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous. On se retrouvera à l'entrée pour les plus motivés. Et sinon, passez toutes et tous une belle soirée.